Monsieur le Président, au mois de décembre dernier, vous avez pris les commandes de la présidence de l'AES et vous avez beaucoup de priorités, vous avez vraiment beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, peut-on savoir un peu, 3 mois après, quelles sont vraiment les grandes priorités de votre mandat, puisque le mandat, c'est 1 an? Déjà, je pense que vous avez connaissance de la feuille de route, je suppose. Les experts se sont réunis, se sont mis d'accord sur une feuille de route et c'est ce qu'on va essayer de dérouler. Dans quelques jours, les chefs d'état-major doivent être là pour les premières grandes opérations. Il faut que la force ait ses vecteurs. Là, si elle décide d'intervenir quelque part, c'est avec tous ses moyens. Et donc, par exemple, ce volet, on est en train de rapidement renforcer les capacités parce que quand on dit les capacités, il faut une puissance autonome. Et ça, c'est très important. Donc, il faut ça et les mettre en opération pour de très grandes opérations au niveau de tout l'espace. Donc ça, c'est une tâche importante. Deuxième chose, il y a aussi la question d'intégration. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise intégration et qu'on se comporte comme les autres organisations. L'intégration doit être réelle. Et ça, je suis en train de préparer un texte pour qu'on mette les bouchées doubles et empêcher les tracasseries entre nos différents pays, que ce soit aux frontières ou à l'intérieur, parce qu'il ne faut pas se faire de l'illusion hypocrite des autres organisations africaines. Là. Quand on dit intégration, c'est intégration. On a beaucoup de retours aux frontières, les gens sont emmerdés. À l'intérieur des pays, même souvent, les gens sont emmerdés. Donc ça, moi j'ai réfléchi à un mécanisme pour qu'on mette fin à ça. Et il faut que les forces des 3 pays soient ensemble dans tous les pays. Dans les ambassades, dans les frontières, on va faire ce mécanisme. Et qu'on lutte efficacement contre la corruption. Si un agent se fait prendre dans la corruption, dans le passage ou bien dans le contrôle, il faut qu'on ait le courage de le mater avec la dernière énergie, le radier, parce qu'il ne mérite même pas de porter nos tenues. Et l'autre volet, c'est l'économie, le développement. Je pense qu'il y a un bon nombre de chantiers qu'on est en train de mettre en œuvre. Et ça, c'est une bataille, parce que c'est l'économie qui tient le monde. Et là aussi, nous avons un gros challenge qu'on va relever s'il plaît à Dieu. Excellence, le 12 mars dernier, le Parlement européen a adopté une résolution pour la libération de l'ex-président Mohamed Bazoum. Vous avez déjà produit un communiqué. Est-ce qu'il s'agit d'une ingérence dans les affaires de la Confédération? Forcément une ingérence. Le Niger appartient à l'Union européenne. Ils n'ont qu'à rester tranquilles chez eux. Est-ce que nous, on s'est déjà ingéré dans leurs affaires? Bazoum, il est nigérien, non? Ou il est de l'Union européenne? Qu'ils nous disent. Si c'est un agent qu'ils avaient placé, qui n'est pas nigérien, qui est venu pour une mission, ils n'ont qu'à nous dire. Si on va remettre leur agent, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avant de remettre ou pas. Il faut que ça s'arrête maintenant. Que les gens arrêtent de se comporter comme si on était au temps de la colonisation. Et c'est ça aussi que nous sommes en train de décrire, de combattre avec beaucoup de dirigeants africains. Et regardez-nous. Même l'Union africaine, ça n'appartient pas aux Africains. Ils sont dictés. Ce qu'on dit de faire, ils font. On dit de faire tel communiqué, ils font. Même le bâtiment de l'Union africaine, vous savez que ce n'est pas construit par les Africains. On n'a pas honte. Et tant qu'on va montrer cette posture-là, ils vont continuer à se comporter comme ça. Parlement de l'Union européenne. Mais occupez-vous des problèmes de l'Union européenne. Les populations là-bas ne souffrent pas. Les paysans là-bas souffrent. On les voit, ils bastonnent leurs paysans dans les rues. Et avec des accords bizarres, ils n'arrivent même plus à survivre. Des gens se suicident là-bas. Mais occupez-vous de vos problèmes. Luttez contre vos oligarchies qui appauvrissent vos populations. Au lieu de venir ici dire que, hey, ils n'auront plus l'énergie d'Afrique. En tout cas, si c'est de chez nous ici, là, on va se battre pour qu'il n'y ait plus rien ici. Si vous voulez, vous venez vous coopérer en bonne et due forme. Si c'est pour venir nous piller là, jamais. C'est ça, la bataille, c'est l'énergie. L'uranium, le pétrole, même notre or. C'est ça la bataille. Pendant longtemps, vous avez pillé là-bas. Et voilà, et ils sont dans le noir. Vous, vous êtes dans la lumière, vous faites tout ce que vous voulez. Mais attendez. Ok, on se prépare. Monsieur le Président, au sein de l'AES, c'est une vision commune, on parle de la même voix et ce sont des actions communes qui sont menées ensemble. Cela a été constaté à plusieurs reprises. J'aimerais juste savoir, au plan diplomatique, est-ce que quelque part le bilatéral peut-il primer sur le confédéral? Alors, là-bas, il faut que peut-être on soit un peu plus tranchant pour dire que c'est vrai, c'est une confédération,
Chaque pays peut développer ses relations bilatérales et tout. Mais quelque part, si ça doit avoir un impact sur la Confédération, il faut qu'on puisse freiner. Et là, ça demande de la sincérité d'abord entre nos dirigeants, de la sincérité dans nos politiques internes, pour pouvoir éviter qu'un cheval de Troie ne se glisse à travers une coopération bilatérale dans l'organisation. C'est un sujet qui est d'actualité, que nous-mêmes nous sommes en train on se concerte là-dessus. Et je pense que d'ici là, on aura une résolution très claire là-dessus pour que le bilatéral ne prime pas sur le confédéral. Excellence, l'agence d'exécution de l'AES est aussi l'un des instruments les plus attendus. Alors, qu'en est-il, où en êtes-vous avec la mise en place de cette agence? Oui, on est en train même de modifier le dédié agent d'exécution. Nous voulons que ce soit comme un bureau d'études en fait. Parce que le modèle, ce qu'on a dit dans l'AES, il faut éviter de faire ce qu'on faisait qui ne marche pas. Si vous suivez dans la feuille de route, vous allez voir qu'on n'a pas mis agent d'exécution, je pense. Il y avait dit de mettre une agent d'études parce qu'il faut encore restructurer et armer pour être une force de proposition. Voilà. En termes d'agriculture, qu'est-ce qu'on devrait faire les trois pays? Parce que c'est pas évident que tout le monde produise la même chose. De toute façon, on n'a même pas le même climat même. Donc, il peut y avoir des choses qui peuvent être produites dans un pays, d'autres dans l'autre, maximiser. Et après, le plus important, c'est le marché qu'on va fédérer. Je pense que c'est une meilleure formule qu'une agence d'exécution. Je sais que beaucoup d'actions sont faites. Il y a la force commune dont vous avez parlé. Mais est-ce que quelque part, Monsieur le Président, aujourd'hui, il ne serait pas temps qu'on puisse voir également au plan confédéral ce processus de dialogue doctrinal afin de désintoxiquer un peu tous ces jeunes qui sont endoctrinés alors qu'au fond, on parle de la religion. Mais ces terroristes-là ne sont pas des religieux en tant que tels. Oui, il faut un travail. Mais nous essayons nous-mêmes de communiquer beaucoup sur ça, pour que les jeunes comprennent. Et quand nous montrons même les images de certaines opérations et tout, c'est pour que les jeunes comprennent qu'il n'y a pas d'avenir. Mais vous savez, le travail d'endoctrinement de l'Afrique a été profond. A été très profond. Quoi qu'on dise, il y a plein de jeunes qui rejoignent ces mouvements terroristes-là au nom de la religion. Ça, c'est une réalité indéniable. Si on passe à côté, on ne se dit pas cette vérité, on aurait échoué. Donc il faut qu'on mette même les leaders religieux aussi sur le travail. Ici, nous avons mis les gens sur un projet de discours alternatif. Et on va le corriger, on va imposer un discours. C'est ça qui doit être prêché partout. Parce que l'extrémisme est dangereux. Et c'est l'extrémisme qui amène les gens à rentrer dans ce genre de mouvement. Ils sont nombreux là-bas qui y croient. Je vous ai dit une fois, moi j'ai fait le terrain, aujourd'hui les jeunes soldats sont sur le terrain. La réalité c'est quoi? Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. Pourquoi? C'est stratifié là-bas. Ceux-là qui sont là, qui combattent sur le terrain, ils sont nombreux qui combattent parce qu'ils croient que c'est la religion. C'est ce qu'on les dit. Et leurs chefs les endoctrinent pour ça. Les imams viennent un peu de partout, les faire des prêches dans la brousse là, pour les endoctriner dans le sens de la religion et faire comprendre que les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Et c'est ça. Ils ont ces livres-là dans la brousse, ils lisent. Les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Mais leurs chefs savent bien ce qu'ils font. Et ils sont bien couchés, bien lotis. Très souvent même, ce sont des gens qui font tout ce qui est contraire à ce que la religion même dit. Vous allez les trouver en matière d'adultère, ce sont les champions. En matière d'alcool, de drogue, ce sont les champions. Et leur travail, c'est politique. Ils savent ce qu'ils font parce qu'ils sont tenus par les impérialistes pour détruire nos nations. Et ils sont bien lotis. Leurs enfants, leurs familles sont bien gardés quelque part. Mais ils vont endoctriner ces idiots que j'appelle là sur le terrain, là, ceux qui tiennent les armes là. Et ils croient vraiment que c'est la religion. Voilà pourquoi nous devons développer des mécanismes pour que les gens puissent prêcher à tout bout de champ, pour faire comprendre que ça, ce n'est pas la religion. Et ça, c'est impératif. Je suis d'accord avec vous. C'est en cours. Il faut qu'on ait un document unique et que partout, on puisse prêcher la même chose. Peut-être que ça va aider certains qui sont convaincus de cette chose-là, de freiner et de ne plus aller vers ça. Parce que même dans nos villes, c'est pas rare de croiser des jeunes qui trouvent que vous n'êtes pas un croyant, vous êtes un mécréant. Et tellement il vous méprise, il a même envie de vous tuer. Et il se dit dans sa tête que s'il vous tue même, il part au paradis. Des gens comme ça, ils sont prêts à prendre les armes
tuer soi-disant des mécréants. Mais il a été endoctriné. Donc c'est le travail inverse qu'il faut qu'on fasse. Donc en tout cas, nous, on est en train de travailler là-dessus pour avoir un document. Et chaque fois que les gens doivent prendre la parole, prêcher et tout, ils doivent pouvoir prêcher pour désarticuler un peu leur discours. Et là, je pense que ça peut faire aussi une avancée dans le recrutement dans les groupes terroristes. Oui, Monsieur le Président, peut-être une dernière question sur ce volet avec ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, notamment au détroit d'Ormuz. Est-ce qu'il y a des possibilités que la fermeture et la guerre, la fermeture de ce détroit et bien entendu la guerre qui s'y mène puisse avoir des conséquences sur nos économies, les économies de pays de l'AES, notamment en ce qui concerne le pétrole? Oui, forcément. Il y a déjà des conséquences. Alors, au Burkina, on essaie de continuer. Vous savez que c'est subventionné tout ce qui est essence, gasoil, gaz et tout. En fait, le prix auquel on paye, ce n'est pas le prix auquel on vend aux populations. Donc l'État subventionne. Et l'État subventionne, c'est à travers quoi? Ce sont nos propres richesses qu'on exploite là encore. C'est ça qu'on essaie aussi de garantir pour subventionner ce genre d'hydrocarbures. Il y a déjà des conséquences. Le prix du baril est monté. La ressource même se fait rare parce que les pays maintenant qui arrivent à exporter aussi ont augmenté le prix. Donc on paye beaucoup plus cher. Mais bon, nous on a essayé de contenir, de toujours maintenir les mêmes prix, que ce soit au niveau du gaz ou au niveau de l'essence. Et nous espérons que la situation se résolve. Sinon, s'il y a un coût sur l'énergie, il y a forcément un coût sur l'industrie, un coût sur les matières premières, un coût sur tout ce qui est importé, parce que le transport devient plus complexe. Donc tout augmente normalement. Mais jusque-là, nous faisons des efforts pour que les populations ne ressentent pas les effets de cette guerre. Parce que nous, malheureusement, nous ne produisons pas de pétrole. Dans l'espace confédéral, le Niger en tout cas est en exploitation. Il y a un projet d'ailleurs qu'on a mis sur la table pour voir comment est-ce qu'il ne faut pas que nous on se concentre sur notre production ici. Et en tout cas, on attend des propositions de la part du Niger qui dispose de la ressource. Comment est-ce qu'il faut qu'on développe peut-être des raffineries très grandes pour exploiter ce qui est dans notre sous-sol, pour nos populations et tout. Là, ne plus dépendre de l'importation. Sinon, quand un pays produit du pétrole et encore réimporte des produits pétroliers, bon, c'est un peu bizarre. Mais en Afrique, c'est la mode. Tous les pays africains qui produisent du pétrole, la plupart importent du pétrole. Parce qu'on exporte brut et on réimporte la fumée. L'énergie, c'est la base de tout. Hein. Même les engrais. Vous voyez que les engrais, le prix va monter parce que beaucoup étaient importés à partir de ces pays-là. Mais le prix va monter. Donc, mais on essaie de contenir toujours, sinon ça a un impact considérable sur nos économies. Ça, c'est une réalité.